Plus je travaille sur l'humain, plus je réalise qu'on a vraiment une capacité à modifier le réel, à modifier ce qui se passe, même sous nos yeux, pour ne pas subir de plein fouet notre médiocrité ou nos échecs. Dans cette vidéo, je vais m'appuyer sur Max Scheler, L'homme du ressentiment. C'est un livre que j'ai adoré vraiment, donc je vous le conseille. Et je vais essayer de décortiquer avec vous sur la manière dont on va modifier en permanence le réel pour ne pas vivre finalement ce que l'on ne voudrait pas et ce que l'on ne supporte pas. Ce livre, il a été écrit en 1933. Le ressentiment, c'est un sentiment finalement qui ne va pas s'exprimer et qui va finir par pourrir en nous et par se déverser de différentes façons. Et donc on va voir les mécanismes d'inversion à l'œuvre, c'est-à-dire comment on arrive à modifier le réel jusqu'à nous faire croire que nos échecs sont des réussites, à nous faire croire que le lait est beau ou à nous faire croire que la force et le courage sont des faiblesses ou de la lâcheté. Et donc on va voir comment on arrive à maquiller ce réel pour ne pas vivre cette médiocrité et notre lâcheté. L'émotion, c'est une information, c'est un message qui part de notre corps et qui va remonter jusqu'à notre cerveau. Donc souvent, cette émotion, on va pouvoir la catégoriser, on va soit être à l'aise avec elle, soit ne pas être à l'aise avec elle, et si on n'est pas à l'aise avec elle, on va la catégoriser comme étant contraignante. Le truc, c'est que, comme je l'ai dit dans l'introduction, si jamais on ne fait pas circuler notre émotion, l'émotion va croupir, elle va stagner, et elle va finir par pourrir en nous et contaminer notre vie. En fait, l'humain est fait de telle manière qu'il y a certaines émotions avec lesquelles il est très à l'aise et d'autres pas du tout. Il y a 4 émotions de base, la joie, la tristesse, la peur, la colère. Vous pouvez les regarder chez vous et regarder quelles émotions de base il vous manque. Moi, je sais qu'à la base, il me manquait la colère et la peur. C'est-à-dire que c'était des émotions que je ne ressentais globalement pas. Et donc, identifier les émotions primaires qui nous manquent, c'est super important. Moi, j'étais sur 2 référentiels. Soit j'étais joyeux, soit j'étais triste. La peur, c'était très rare. Et très souvent, j'avais des émotions qui allaient prendre beaucoup de place, par exemple la tristesse. Parce que forcément, pour exprimer finalement quelque chose de désagréable, tout passait par la tristesse, que ce soit la colère, la peur, tout était ressorti, en tout cas maquillé sous le prisme de la tristesse à l'extérieur et puis même à l'intérieur. Moi, je ne savais pas que c'était de la colère très souvent. Et donc mettre au clair tout ça, ça m'a permis de savoir que j'avais certaines émotions que je refusais ou que je ne voulais pas parce que j'étais pas à l'aise avec elles, parce que j'avais des jugements négatifs envers elles. Et donc on a tous nos émotions avec lesquelles on est plus ou moins à l'aise et on va maquiller notre réalité en permanence pour ne pas vivre justement ce qui nous dérange intérieurement. Sauf qu'avant d'avoir fait un bon travail sur soi, c'est parfois compliqué de savoir quelles émotions nous dérangent. Et là où ce maquillage fonctionne pour l'émotion, ce maquillage fonctionne aussi pour nos habitudes globalement, fonctionne aussi pour nos désirs, c'est-à-dire qu'on peut très facilement maquiller nos désirs et se raconter qu'on désire autre chose que ce que l'on désire pour ne pas avoir à payer le coût de nos désirs justement. Il est bien plus facile en fait de déformer ses désirs plutôt que d'essayer de les atteindre. C'est précisément à cet endroit-là que le ressentiment peut venir se nicher. En fait, il y a encore pas si longtemps, dans notre société, les personnes n'étaient pas contaminées par le ressentiment parce que les places étaient données par Dieu. Et donc les gens ne remettaient pas en question le fait qu'ils étaient à cet endroit-là, à ce moment-là, parce que c'était Dieu qui l'avait décidé en quelque sorte. Et donc le ressentiment n'était pas aussi présent parce que chacun occupait la place qu'il devait occuper. Selon Scheler, il y a certaines sociétés qui sont beaucoup plus enclins à avoir du ressentiment, des sociétés en fait qui sont égalitaires en théorie, mais pas en pratique. C'est-à-dire que dans notre société, tout le monde est soi-disant égaux, mais l'égalité n'existe pas en réalité. En fait, déjà, à la base, c'est une théorie, l'égalité. C'est-à-dire que dans la nature, il n'y a pas d'égalité. C'est-à-dire que tu nais avec des prédispositions, tu ne choisis pas de naître avec ces prédispositions, tu nais dans tel ou tel pays, la vie est remplie d'inégalités. Et donc, dans une société où on va essayer de clamer l'égalité tout le temps, alors qu'en pratique, il y a très peu d'égalité et il y a énormément d'inégalités, là, le ressentiment va émerger parce que on va pouvoir se laisser guider par l'envie. C'est-à-dire que notre société nous fait croire que tout le monde pourrait accéder à tout. Or, indépendamment de notre milieu social,
cette réalité est déjà fausse d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire que y a des gens qui ont beaucoup plus de capacités que d'autres, et d'ailleurs des personnes qui ont des très fortes capacités intellectuelles, ça va aussi les limiter énormément, parce qu'il y a certains stades d'intelligence où tu ne peux plus t'intégrer dans la société, enfin que très difficilement. Donc que ça soit une intelligence incroyable ou une intelligence très faible, on est limité de naissance face finalement à l'échec récurrent de ceux qui sont en bas de la pyramide. Ceux en bas de la pyramide sociale, économique ou n'importe quoi, vous prenez n'importe quel désir, vous prenez n'importe quel système. Face à ce sentiment d'impuissance, les personnes qui sont en bas de la pyramide vont finir par en vouloir aux personnes qui sont en haut de la pyramide. Et donc à ce moment-là, le ressentiment va commencer à pouvoir émerger face à celui qui est en haut d'une classe sociale, face à une élite, face parfois à un camp politique, face à des individus qui vont obtenir plus de choses que nous, qui vont performer dans des domaines où on n'arrive pas à performer. Et donc là, le ressentiment va pouvoir commencer à émerger. En plus de tout ça, depuis maintenant une cinquantaine d'années, notre société est bâtie sur le désir. C'est-à-dire que depuis Édouard Bernays, je ne sais pas si vous connaissez, on a bâti une société sur le spectacle, sur la démonstration, du pain et des jeux, hein, c'est clairement l'objectif derrière, c'est d'occuper les foules. Et on a bâti cette société sur le désir, et donc les sentiments d'envie sont encore plus forts, et les désirs sont encore plus grands, et sont encore plus décalés par rapport à ce qu'on peut obtenir, et donc le ressentiment va être d'autant plus grand. Parce que finalement, nos désirs sont pour beaucoup devenus des désirs un peu mégalomaniaques, et sauf que l'individu va faire face à une énorme frustration de par tout ce qui lui est présenté et tout ce qu'il ne pourra pas obtenir. Et donc l'individu est poussé dans ce sentiment de frustration qu'il finira par refouler et qu'il finira par faire ressortir en ressentiment. Et ça sera un ressentiment en fait envers ce monde, envers cette société qui lui a pris son sentiment de bonheur. Le ressentiment, comme je vous l'ai dit, part d'une incapacité à exprimer un sentiment. Donc c'est un sentiment qui va rester bloqué, qui va s'écraser au fond de nous à cause d'un sentiment d'impuissance de notre part, c'est-à-dire qu'on n'a pas la capacité à un moment T d'exprimer une sensation, d'exprimer de la colère par exemple. Et donc celui qui va exprimer cette colère et qui ne va pas la refouler ne pourra pas être contaminé par le ressentiment parce qu'il aura expulsé de chez lui finalement cette douleur. Et donc je cite un petit passage de Scheller, « Le rancunier que sa rancune pousse à l'action et qui se venge, le haineux qui fait du mal à son ennemi, ou qui au moins lui dit sa façon de penser, ou l'a dit à des tiers, l'envieux qui s'applique à obtenir l'objet de son envie, par l'effort, le mensonge, le crime ou la violence, tout cela ignore le ressentiment. Pour qu'il puisse exister, il faut que ces sentiments soient doués d'une virulence particulière et s'accompagnent du sentiment d'impuissance à les traduire en actes à cause de la faiblesse physique ou morale, de la peur ou de l'angoisse, de telle sorte qu'ils aigrissent ceux qui les éprouvent. » Donc le ressentiment, comme il l'explique très bien dans ce petit texte, découle forcément d'un sentiment d'impuissance. Et l'individu va procéder à un mécanisme tout à fait pervers. La perversion, c'est la capacité à inverser les choses, c'est placer le haut en bas et le bas en haut. L'individu va donc se retrouver dans la nécessité de refouler finalement ce qu'il veut vraiment. Il inversera donc les valeurs en mettant les valeurs du haut en bas. Par exemple, valeur du haut pour Scheller, ça va être le courage, la force, enfin il cite plusieurs valeurs du haut. Et les valeurs du bas, ça va être la faiblesse, la lâcheté, le mensonge. Et donc, pour éviter de faire face à l'impuissance, l'individu va faire passer le haut pour le bas et le bas pour le haut. Ce qui fait que automatiquement, même si on est en bas, comme on se raconte que le bas est en haut et le haut en bas, on peut jouir même en étant en bas. Et on peut finalement jouir assez mal, je pense, mais jouir quand même, et éviter cette frustration et cette douleur de j'ai échoué, ou je n'arrive pas par exemple à atteindre mon désir. Et je peux donner des exemples, par exemple si votre désir vous pousse à aller en haut d'une montagne et que vous de 3 pas vous remarquez que vous avez du mal à marcher jusqu'en haut de la montagne, vous pouvez vous raconter à vous-même que vous avez envie d'atteindre le bas de la montagne. Sauf que vous y êtes déjà au bas. Et donc par ce procédé-là, on évite finalement la violence de l'échec. Et bon, concrètement, on a du mal à s'illusionner quand l'objectif est très concret. Et encore,
mais finalement avec des valeurs qui peuvent être morales ou éthiques. C'est très facile d'aller les bafouer, d'aller renverser ces valeurs ou ces désirs pour ne pas faire face à cet échec. Et même par ce procédé, ce qui est super intéressant, c'est que l'individu pourra même avoir un sentiment de pitié pour celui qui se retrouvera en haut de la pyramide. C'est-à-dire que à force d'inverser, comme on a de la pitié par moment pour les perdants, à ce moment-là, on pourra avoir de la pitié pour les gagnants. Là où ça peut se faire pour des valeurs, c'est-à-dire la force, la faiblesse, le courage, la peur, ça peut se faire du coup pour des philosophies de vie complètes, c'est-à-dire que dans son livre, Mike Scheller parle de l'ascète. L'ascète, c'est celui qui va lâcher le confort matériel pour aller vers une vie plus spirituelle et une vie où tu es plus dénudé de tout le matériel, une vie beaucoup plus simple et de privation. Du coup, à ce moment-là, on peut réaliser que l'ascète peut devenir ascète pour deux raisons. C'est-à-dire il peut devenir ascète parce qu'il y a un profond désir et on se rend compte que le monde de la matière nous comble pas vraiment et ne nous comblera jamais suffisamment et qu'il y a un truc beaucoup plus profond intérieurement qui est de l'ordre du spirituel, et donc on peut devenir ascète pour ces raisons-là, ou on peut mener une vie d'ascétisme parce que tout simplement on n'arrive pas à répondre à nos besoins de base et qu'on n'arrive pas par exemple à se nourrir correctement, qu'on n'arrive pas à se loger, on n'arrive pas à obtenir une belle voiture qu'on voudrait obtenir, et donc là on va décider que on vit une vie un peu plus pauvre et on va faire croire qu'on a décidé alors qu'on n'a pas eu le choix finalement, parce que le réel nous a empêchés d'obtenir tous les objets de désir, tous les objets de jouissance, et pour ne pas faire face à cet échec d'incapacité à atteindre ces objets de désir, on va décider que ces objets de désir ne nous intéressent pas. Celui qui suivra une philosophie d'ascétisme pourra en plus de cela se féliciter d'être moralement supérieur à son voisin de par sa vie soi-disant spirituelle, qui ne l'est absolument pas, qui est une inversion finalement de la vie spirituelle parce que c'est fait d'un endroit qui est assez médiocre, mais en tout cas cet individu qui suivra cette philosophie pourra se raconter qu'il est meilleur que son voisin alors qu'il n'a juste pas réussi à répondre à ses besoins de base. Et donc malgré ce petit tour de passe-passe d'inversion, cette personne qui a fait une croix sur ses désirs va quand même éprouver du ressentiment envers l'individu, parce qu'en réalité, quand il écoute ses désirs, ce qu'il veut, c'est potentiellement la voiture du voisin, c'est la maison du voisin, c'est la femme du voisin. Et donc ce qu'il va vouloir sera maquillé, sera déguisé par cette nouvelle soi-disant philosophie de vie spirituelle, et derrière il en voudra terriblement à celui qui s'autorise et qui arrive en plus à obtenir tous ces objets de jouissance. Et finalement du coup le ressentiment de l'ascète assez pauvre en face de celui assez riche pourra être déguisé comme étant un sentiment de pitié du pauvre vers le riche. Nietzsche disait dans Ainsi parlait Zarathustra que justement le prêtre, selon lui, celui qui était plus rempli de ressentiment parce qu'il avait fait une croix sur ses besoins, mais en fait tout dépend depuis quel espace c'est fait. C'est-à-dire que oui, c'est possible de vivre une vie d'abnégation, mais parce qu'on se flagelle dès qu'on vit dans la matière. Par exemple, on se flagelle dès qu'on va manger un paquet de bonbons. Et donc on va en vouloir à celui qui s'autorise à vivre cette vie de plaisir que nous, on n'arrive pas à obtenir ou à se laisser vivre cette vie de plaisir, parce qu'à l'intérieur de nous, il y a un petit dictateur interne, un petit dictateur moral qui va nous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, et on ne va pas pouvoir céder à nos pulsions en quelque sorte. Il faut faire attention quand les personnes se proclament comme étant socialement et idéalement et moralement supérieurs, ou qui le sous-entendent, parce que c'est très rare de l'affirmer net, il y a une forme d'arrogance. Je dis juste que quand on n'a pas eu vraiment le choix, faut arrêter de se féliciter de ce qu'on n'a pas eu le choix. C'est-à-dire par exemple se féliciter d'être fidèle alors qu'on n'a jamais eu l'occasion de tromper sa partenaire. Celui qui a eu plusieurs fois des opportunités peut se féliciter d'avoir été fidèle à sa partenaire parce qu'il a pu choisir le fait de ne pas tromper sa partenaire. Mais ça ne sert à rien de se féliciter de quelque chose que l'on ne peut juste tout simplement pas obtenir, et là on n'a pas eu le choix. Tu as moins de tentations que les gens qui sont beaux. Alors tais-toi. Quand tu ne commets pas de fautes contre les sexes, c'est pas parce que tu es sain, c'est parce que tu es laid. Ça serait un peu comme être de gauche quand on est pauvre. C'est plus une évidence, c'est-à-dire qu'on va être bien plus souvent pour la redistribution de richesse quand on n'en a pas, puisque ça nous arrange que la richesse du voisin soit redistribuée pour nous, que quand on est riche. C'est beaucoup plus dur d'être aligné en étant riche et de gauche, puisque c'est assez contradictoire finalement. Si on a un surplus de richesse, si on est pour la redistribution, moi je considère qu'il faut commencer par soi. Donc il y a des endroits qui ne relèvent pas du choix. Par exemple, la personne gauche est pauvre. On peut se féliciter d'être de gauche à cet endroit-là, mais en fait
c'est une forme de... C'est une adéquation toujours avec notre réalité. Et d'ailleurs, c'est très souvent des adéquations avec notre réalité, hein. Nos opinions sont par rapport à nos histoires, nos névroses, notre souffrance. Donc, il y a très peu de mérite derrière tout ça, généralement. En conclusion, en fait, il est très facile d'étouffer ses propres désirs, ses propres valeurs, pour ne pas subir cette douleur. Et je me rappelle petit, pour ne pas subir, par exemple, la souffrance du fait d'échouer en mathématiques, d'arrêter de travailler par ce tour de passe-passe, comme je n'ai pas investi d'énergie à cet endroit-là, je mérite d'échouer, tandis que échouer en ayant investi de l'énergie, ça signifiait faire face à ma nullité potentiellement, et donc faire face à mes échecs et mon incapacité malgré mes efforts. Et donc on a tout le temps ce genre de tour de passe-passe où on va voir le perdant qui va faire oui mais de toute façon je voulais pas vraiment gagner, ou ce genre de choses. Et en fait c'est super compliqué de faire la différence entre le fait de faire le deuil d'un désir un peu enfantin qui nous coûterait énormément et qui en plus ne nous apporte pas grand chose, d'un autre côté retourner cette pyramide des valeurs pour jouir quand on est en bas de la pyramide et se raconter qu'on a désiré l'obtention du bas de cette pyramide. Pour différencier une critique saine d'une critique malsaine, d'une critique qui est juste on va critiquer quelque chose, un comportement ou quelque chose, et la différence en fait avec un ressentiment, la différence généralement c'est le choix, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas l'impuissance. S'il y a la puissance et il y a la capacité de choisir, je vais prendre un exemple, si jamais j'ai 5 chemins que je peux emprunter et que je décide d'en emprunter un en pleine conscience, je ne vais pas avoir de ressentiment envers les 4 autres parce que j'avais cette possibilité d'emprunter ces chemins et que je les ai déjà potentiellement empruntés, mais que je décide d'aller dans un chemin qui me convient plus. Par contre, si jamais on n'a pas emprunté le chemin, qu'on n'est jamais allé à cet endroit-là et qu'on ne peut pas y accéder, là il y a des chances qu'un ressentiment se crée puisqu'il y a une impuissance, et il y a une incapacité à obtenir ce que l'on souhaite obtenir ou à exprimer ce que l'on souhaite exprimer. Et donc c'est super important de se rappeler que s'il n'y a qu'un seul chemin qui s'offre à nous, ce n'était pas un choix de notre part, ou même avec s'il y a un jugement interne par exemple qui nous empêche de prendre un chemin, on est empêché, pas en pratique, c'est-à-dire qu'on a peut-être la force pour y aller, qu'on a peut-être les compétences pour y aller, qu'on a peut-être la richesse pour y aller, mais que notre jugement interne nous empêche d'y aller, et donc on va finir par jalouser celui qui s'autorise ce que l'on s'interdit. Et donc là, le ressentiment peut émerger aussi. Si un seul chemin intérieur s'offre à nous, ça sert à rien de s'en féliciter, car on n'a pas vraiment eu le choix. Donc seul celui finalement qui peut détruire peut se féliciter de construire. Seul celui qui peut ne pas aimer peut se féliciter d'aimer. Parce que si vous êtes dans une obligation d'aimer tout le monde, vous n'aimez pas vraiment tout le monde. Vous êtes juste incapable de ne pas aimer. Bon, j'espère que cette vidéo sur le ressentiment, j'ai les reflets du soleil à chaque fois dans la tête. J'espère que cette vidéo du ressentiment sur le ressentiment vous aura plu. Je vous laisse mettre un petit commentaire et n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et je vais essayer de faire une vidéo par semaine là, pendant au moins les 3 prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir ce qui va se passer. Voilà. N'hésitez pas à regarder les vidéos de la chaîne. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde.